le début de la Révolution, pour essayer, n'est-ce pas, de rassembler des gens de sensibilités diverses pour les fidéliser, n'est-ce pas, au nouveau régime. Alors, le premier préfet des Hautes-Pyrénées, qui fut pas un brillant préfet, Bernard Lannes. Alors, on connaît les préfets des Pyrénées, je vais vous dire aussi d'où je tire mes infos, parce qu'il y avait eu, c'est en 1963 ou 4, ce qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études supérieures, qu'aujourd'hui on appellerait un master, et puis qu'entre-temps on appelait mémoire de maîtrise. Selon les réformes, on change les noms, mais enfin, bon, le travail reste le même. Et c'était un DES d'un étudiant qui s'appelait Jean-François Soulet, et qui a été publié ensuite, parce que c'est son directeur de maîtrise qui avait proposé de le publier. Par la Société des études robespierristes. Bon, Soulet est nullement robespierriste, mais il existe une société d'études robespierristes qui date d'avant la guerre de 14 et qui publie une revue qui s'appelle Les Annales historiques de la Révolution française. Bon. Alors il se trouve que le directeur de mémoire de Soulet à l'époque, Jacques Gauchot, à Toulouse, était à l'époque président de la Société des études robespierristes. Bon, quand on dit Soulet a été publié chez les études robespierristes, il n'est pas très chaud, parce que bon. Robespierre est un personnage très controversé. C'est pas non plus l'affreux que l'on a, pour lequel on a, enfin, l'affreux Jojo sur lequel on met, sur le dos duquel on met tous les maux de la Révolution. Bertrand Barrère a eu tout autant de responsabilités dans la Terreur. Seulement, Bertrand Barrère a été assez habile pour quitter le navire juste au bon moment. Et pour se planquer et pour faire porter la responsabilité sur Robespierre. Bon. C'est très complexe. C'est un sujet toujours très controversé. Bon, je referme la parenthèse. Le premier préfet nommé, c'est Bernard Lannes. Alors, Bernard Lannes, c'est un Gersois qui a fait du droit, etc. Pourquoi il est nommé préfet? Eh bien, tout simplement parce qu'il a un frère qui est général et qui sera promu maréchal par Napoléon Ier. Donc c'est le frère du maréchal Lannes. Seulement, il n'est pas forcément à la hauteur et 2 ans après, il sera remplacé par le préfet Chazal, qui est un personnage qui restera de 1802 jusqu'en 1813. Et c'est Chazal qui va véritablement façonner l'administration impériale dans le département. Alors, les premiers nommés, conformément aux directives du ministre de l'Intérieur, ce ne sont pas forcément les notables les plus fortunés du département. Sur les 16, ils ne sont que 16 à l'époque, il y en a 3 qui disent qu'ils sont parmi les grosses fortunes du département, qui ont des revenus annuels supérieurs à 300 000 francs par an. 300 000 francs par an, nous sommes en 1800, c'est beaucoup. C'est des gens qui appartiennent à l'ancienne noblesse, notamment Salles de Is, qui avait été maire de Tarbes au début de la Révolution. Et les 13 autres ont des revenus qui vont de 30 000 francs par an à 60 000 francs par an. C'est des revenus moyens pour l'époque. Ce sont essentiellement des hommes de loi, c'est-à-dire des gens qui ont fait du droit, qui ont été magistrats, avocats, notaires. Et ils sont majoritaires dans le lot. Si on regarde les professions, il y a 3 négociants en plus, et 4 propriétaires terriens. Alors dans les 4 propriétaires terriens, vous avez déjà les 3 plus grosses fortunes, puisque une des sources de la fortune, c'était la propriété foncière. Il y a un équilibre politique historique, si je puis dire. Il y en a 3 qui n'ont jamais participé à la vie politique locale. Bon, ce sont des novices. Il y en a 13 autres qui se sont engagés depuis 1789. 4 qui ont été des jacobins,
au moment de la période très tendue de 1793 jusqu'en juillet 94, et puis 7 qui ont eu une vie politique dès 89, voire un peu avant 89, jusqu'en 93, qui disparaissent de la circulation en 93-94, c'est-à-dire au moment de la terreur, et qui réapparaissent après 94 et sous le Directoire. Bon. Et puis il y en a 2 qui ont été en poste, je pense à Barthier qui était maire de Lourdes tout au long de la période, depuis 90 jusqu'en 99-2000. Bon, autrement dit, ce sont des gens qui connaissent le département et qui viennent de différentes sensibilités politiques révolutionnaires. Et tous sont honorés. Il n'y en a qu'un qui a refusé d'être... Il y a un qui avait été pressenti qui a refusé. Mais tous les autres ont accepté. Ils étaient nommés. Alors nommés par le ministre de l'Intérieur sur proposition du préfet. Mais c'est le préfet qui fait son choix, avec l'aide des sous-préfets. Après, il n'y a pas de représentation géographique bien précise. Par exemple, aucun Lavedanais. Personne de l'Est du département. Ni même du Nord. Bon. Donc c'est essentiellement des gens de Tarbes, de Bagnères, de Lourdes, mais pas, ce n'est pas représentatif de la géographie du département. Alors, Soulet, il écrit dans son mémoire à l'époque, il écrivait « Pareille composition ne manqua pas de choquer la classe la plus aisée, qui conseilla au ministre de l'Intérieur de peupler les conseils généraux des principaux propriétaires. » Et c'est une revendication qui est montée un peu dans tous les départements. Et la suggestion fut suivie à la lettre. Alors, pourquoi les principaux propriétaires? La base de l'impôt à l'époque, c'est l'impôt sur la propriété. C'est pas l'impôt sur le revenu. Par conséquent, ceux qui payent un impôt, ils veulent être représentés et pouvoir participer aux décisions. Et on va s'orienter progressivement, justement, vers la présence de propriétaires. À partir de 1802, alors, le premier consul a assis davantage son pouvoir. Il faut voir ça aussi. En 1802, il y a eu une réforme, il est consul à 10 ans. Bon. Et en 1804, il va devenir empereur. Bon. Donc, si vous voulez, il a assis politiquement son pouvoir sur le territoire. Et là, les préfets, donc il va devoir s'adresser aussi à ceux qui ont une certaine fortune et une influence. Et à partir de 1802, on va voir progressivement des grands notables, oui, je devrais mettre, voilà, ça vient, voilà, de grands notables issus de l'ancienne noblesse. Et cela durant tout l'Empire, le Premier Empire. Ils vont être de plus en plus nombreux. Le préfet Chazal a joué un rôle important. Au départ, les 16 conseillers généraux devaient être renouvelés par tiers tous les 5 ans. Bon, entre parenthèses, il y en avait 16, alors je ne sais pas comment ils faisaient pour trouver le dernier tiers, mais bon. Ils devaient être renouvelés par tiers tous les 5 ans. Nommés, pas élus. Donc, mais parmi les gens qui avaient été nommés, il y en a qui avaient fait de la politique déjà dans la première partie de la Révolution, il y a des gens âgés. Et par conséquent, à la faveur de décès ou de démissions, notamment pour raison de santé, il y a eu des remplacements avant les échéances. Ce qui fait que dès 1802, 2 ans après, Chazal est amené à remplacer, par exemple, 3 conseillers généraux. Et il fait rentrer au Conseil général Pierre Clerc de Fondeville, un Castelbajac et un Palamini. Aymar de Palamini, qui sont des anciens membres des États de Bigorre et qui sont parmi les plus grandes fortunes du département. Aymar de Palamini, 700 000 francs, c'est la plus grosse fortune du département sous l'Empire. Il possédait un château à la Loubert.
j'ai pas pris de photo de son domaine. Et il est à l'origine d'ailleurs de l'hippodrome de la Loubert, hein, pas la Mini. Bon, Castelbajac, c'était une noblesse qui était à cheval sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Mais vous connaissez tous, non? Vous avez dû entendre ce mot-là, Castelbajac, même si aujourd'hui c'est dans la mode, mais bon, c'était une famille de vieille noblesse du secteur. Et quant à Pierre-Clair de Fondeville, il était originaire du Comminges, et il avait épousé une fille Salle de Is à Tarbes, et il avait aussi dirigé la municipalité tarbaise. Et c'est un personnage qui joue un rôle important pendant la Révolution, et parce qu'il y a des clans politiques qui se sont mis en place sous la Révolution, j'en avais parlé, mais vous avez certainement oublié. Il y avait une famille qui a joué un rôle important, c'était la famille Barrère, hein, Bertrand Barrère, mais il y avait aussi pas mal de cousins, d'alliés, etc., et qui s'appelait le clan Barrère, qui essayait de contrôler le département. Et les adversaires du clan Barrère, c'était Salle de Is et Fondeville. Et Jean Castex, l'ancien prof de Théophile Gautier, pas l'autre, hein, Jean Castex, qui avait beaucoup écrit sur la Révolution, avait distingué, opposé le clan Fondeville au clan Barrère. Hein. C'est-à-dire qu'autour de Fondeville, il y avait des gens qui ne supportaient pas Barrère. Bon, ce Fondeville, il a un château à la Battue-Rivière, tout à fait dans le nord du département, hein, pas loin de Castelnau-Magnoac, mais aux confins du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il y a un énorme château qui maintenant tombe d'ailleurs, enfin, je ne sais plus qui l'a racheté, mais il y a eu un comité de soutien à ce château il y a X années pour essayer de le sauver, etc. Et puis, bon, c'est un particulier maintenant, bon. Et si vous allez là, à la Battue-Rivière, lui, Fondeville, il est enterré dans l'église de la Battue-Rivière, comme ça se faisait pour les nobles. Il était enterré dans l'église. C'était un manoir assez important. Et d'ailleurs, dès 1802, Fondeville a été élu président du Conseil général. À l'époque, on élisait le président du Conseil général à chaque session. Il y avait 1 ou 2 sessions par an. Le premier qui avait été élu était quelqu'un qui a été élu une année, Carrère, qui s'appelait Carrère l'Américain, parce qu'il était né à Saint-Domingue, hein, puis il était revenu ici. Bon, et un an après, c'est Fondeville, alors élu, oui, mais après forte recommandation, hein, du préfet. Fondeville qui avait une forte personnalité. Donc, dès 1802, Chazal n'attend pas le renouvellement normal pour faire entrer d'anciens membres des États de Bigorre dans le Conseil général, ce qui est une manière de rallier, hein, la vieille noblesse au régime, au nouveau régime. Bon, alors, et puis, à chaque renouvellement, le Conseil général va prendre un caractère de plus en plus aristocratique. En 1811, 13 sur 16 conseillers généraux avaient changé depuis le début. Et en 1811, sur les 16 conseillers généraux, 12 avaient servi le roi, donc Louis XVI, hein, dans l'armée ou dans des professions juridiques avant 1789. Bon, une partie était restée jusqu'en 1793, puis après en 1994, au moment de la terreur, était partie. Et une autre partie avait quitté le département dès le début, hein, bon, où c'était faite discrète, très discrète dans leur château. Bon, là, il y a pas mal de juristes parmi ces nobles, parce qu'il y avait la noblesse de Rome aussi, hein, les anciens, la noblesse de gens qui travaillaient au Parlement de Toulouse, et 5 anciens officiers généraux. Bon. Si on fait un bilan, parmi les 13 nommés entre 1801 et 1810, il y en a 7 qui appartiennent à l'ancienne noblesse, dont 5 qui étaient membres des États de Bigorre, et sur le total,
alors si on prend le plan financier, 9 ont des revenus supérieurs à 200 000 francs de revenus annuels. Palamini étant le recordman, le mieux placé avec 700 000 francs. Donc en fait, c'est cette ancienne noblesse avec beaucoup de propriétaires terriens, parce qu'ils se sont engagés dans les armées du roi, etc. Mais enfin, la fortune de la maison et de la famille, c'était les grandes propriétés terriennes. Donc c'est eux qui constituent l'essentiel des membres du Conseil général de 1801 jusqu'en 1810 et jusqu'en 1815. Donc sous l'Empire. Sous l'Empire, on peut dire que le Conseil général des Hautes-Pyrénées est composé essentiellement d'aristocrates qui étaient déjà là, qui existaient, de l'ancienne noblesse, de l'ancien régime. Bon. Ce qui montre qu'il y a une sorte de ralliement de tous ces gens-là au régime napoléonien. Bon. Alors, est-ce que c'est un ralliement idéologique ou opportuniste? Bon, on peut en discuter. Pendant cette période, il y a comme président du Conseil général, chaque année réélu, Fondeville, qui est réélu entre 1802 et 1811 à chaque session. Bon. Fondeville qui, au départ, souhaiterait, souvent, il a fait des rapports, parce qu'ils n'ont pas trop de pouvoir, il le sent bien, mais lui, il fait des rapports pour qu'on donne plus de pouvoir au Conseil général. Et son objectif, dans les mémoires qu'il avait rédigées à l'époque, son objectif était, envoyé au ministre de l'Intérieur, de rétablir les États de Bigorre, en fait, de redonner au Conseil général le pouvoir qu'avaient autrefois les États de Bigorre. Et les États de Bigorre avaient un pouvoir, je l'avais dit, que, en gros, dans les pays d'État, c'était les États qui déterminaient le montant de l'impôt à verser au roi, et puis ensuite qui décidaient de la répartition à l'intérieur du territoire. Donc ça, c'était un pouvoir important, fondamental. Bon, or, c'était plus le cas du Conseil général sous Napoléon Ier. Et quand Fondeville dit il faut donner du pouvoir au Conseil général, bon, il veut rétablir les États de Bigorre. Comme autre président du Conseil général, il y a eu Palamini, qui l'a été une fois en 1805, et Castelbajac, qui l'a été en 1812, 1813 et 1814. Alors, lorsqu'arrivent les 100 jours, c'est-à-dire avant Waterloo, la période entre Waterloo enfin, la période où Napoléon s'en va en 1814, il s'en va à l'île d'Elbe, Louis XVIII revient, et puis Napoléon revient de l'île d'Elbe pendant 100 jours, et il est battu à Waterloo, et cette fois-ci, il essaye de partir vers les États-Unis, mais il ne réussit pas, et il finira à Sainte-Hélène. Bon. Donc on a eu des changements. Or, pendant toute cette période, rien ne change au niveau du Conseil général. Lors de la première restauration, les conseils généraux restent les mêmes, et lors des 100 jours, il n'y a pas de changement non plus. Et lorsqu'arrive alors, après Waterloo, et créée la restauration, enfin la deuxième restauration, eh bien il ne se passera rien non plus. D'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de rupture pour les conseils généraux des Hautes-Pyrénées, c'est que la deuxième session de 1814 est présidée par Fondeville. Fondeville préside les deux sessions de 1815 et celle de 1816. Donc, ils sont passés entre les gouttes de changement de régime, là. Ce qui montre bien que finalement, il y a une adhésion pratiquement unanime des gens qui avaient été nommés conseillers généraux à la restauration de la monarchie. Mais forcément, c'est des gens de la noblesse, ils se sont félicités du retour de la monarchie. Et c'est pour ça que j'ai marqué retour en force de la noblesse d'Ancien Régime, c'est pour préciser que tous ces nobles qui avaient été nommés pendant la période du Premier Empire restent,
Et ils sont renforcés par d'autres. Les premières nominations, il y a dedans le baron Louis Fossery de Gonesse. De Gonesse, ça vous dit quelque chose, il a été maire de Tarbes. Le baron Auguste d'Angoste. Il y a des gens issus de la bourgeoisie, mais qui se sont ralliés à la Restauration, comme Jean-Pierre Duboé. Et puis il y a quelqu'un de très important, qui est le général François-Joseph de Montesquiou-Fezensac. Alors aussi, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées, vieille famille d'Armagnac, dont le frère cadet, d'ailleurs, le frère cadet, est ministre de l'Intérieur de Louis XVIII pendant un temps. Eh bien, il rentre au Conseil général, nommé par son frère, évidemment, et il va présider le Conseil général de chaque session de 1817 à 1825. Hein. Bon. Autrement dit, les conseils généraux de l'époque, qui sont tous nommés, jusqu'en 1830, ce sont des gens d'ancienne noblesse bigourdane. Alors, ils n'ont peut-être pas un pouvoir politique, le conseil général n'a peut-être pas un pouvoir décisionnaire important, mais ils sont quand même consultés par les préfets. Hein, ils jouent un rôle d'influence, et c'est ça qui leur plaît certainement, je suppose. Ils existent dans le département, quoi. Hein. C'est eux qui jouent un rôle ils assurent ils participent quand même indirectement à la direction du département, et ils assurent aussi une stabilité sociale et politique. La rupture va venir en 1830. Avec les Trois Glorieuses, juillet 1830. Parce que là, on change quand même de régime. C'est une monarchie, mais avec un caractère constitutionnel plus avéré. C'est en fait le retour au pouvoir de la bourgeoisie. La révolution de juillet 1830. Hein. On a parlé, à propos de Louis-Philippe, de roi bourgeois, par exemple. Bon. Il n'est plus roi de France, mais roi des Français. C'est une nuance, mais bon. Après, il va vite redevenir le patron. Mais au départ, il accepte qu'on l'appelle le roi des Français, et il accepte aussi le roi. Alors, dans le département, curieusement, il y a deux jeunes préfets qui vont se succéder entre juillet 1830 et janvier 1831. J'ai eu l'occasion de le dire. Ces jeunes préfets, bon, ils n'ont pas 30 ans ou tout juste. Ils sont issus de milieux assez favorisés de la noblesse parisienne. Il y a notamment quelqu'un qui est apparenté à Lafayette. Ces gens-là, ils ont un peu de l'ambition. Alors venir dans les Hautes-Pyrénées, franchement, ils ne vont pas s'y investir beaucoup, les deux premiers préfets de la monarchie de Juillet. Et par contre, il y a quelqu'un qui a eu un poste important et qui, lui, va jouer un rôle. C'est le général Antoine Noguès, qui a été nommé commandant militaire des Hautes-Pyrénées le 10 août 1830 et qui va se comporter comme un véritable proconsul. C'est lui qui va commander en lieu et place des préfets. Alors, c'est important, c'est un personnage important. Vous connaissez l'histoire des trois frères Noguès, hein, qui sont enterrés au cimetière de Castelnau-Magnoac, oui, de Castelnau-Rivière-Basse, pardon. Ils sont originaires de la région alors à cheval sur le Gers, Jubelloc, hein, et puis le secteur du Madiranais. En particulier, l'aîné des frères Noguès avait racheté le château Grand Vignoble actuel, là, je cherche le nom. Et Montus, voilà, oui. Hein. Et vous avez vu que, par exemple, Brumont organise des fêtes, maintenant, l'été, et la première de ces fêtes avait été consacrée avec un thème historique. C'était les trois frères Noguès, justement. Parce que ces Noguès, c'est des gens issus de la bourgeoisie du secteur, et les deux aînés, Antoine était le second, se sont engagés
comme volontaires en 1792, c'est-à-dire au moment où la France est attaquée de tous les côtés. Alors ils font partie des fameux soldats de l'an 2. Hein. Et ils sont partis pour défendre les valeurs révolutionnaires de l'époque. Et puis le petit frère, le troisième, les a rejoints. Et ils ont fait des carrières... bon, parce que quand, au début de la guerre de la Révolution, vous savez qu'avant la Révolution, pour être officier, il fallait avoir fait preuve de ces 4 quartiers de noblesse. C'est-à-dire qu'il fallait avoir 4 grands-parents nobles pour devenir officier. Hein. Ce qui était le cas de Louis-Napoléon Bonaparte. Il fallait avoir ces 4 grands-parents nobles. Ce qui fait que beaucoup de gens qui se sont engagés au moment de les guerres révolutionnaires, surtout au début, en 1792, ce sont des gens qui n'ont pas les 4 quartiers de noblesse, donc ils sont voués à être sous-officiers pour les meilleurs. Et puis, la révolution se tend, et on a de plus en plus d'officiers qui sont nobles, qui émigrent, qui s'en vont, qui désertent. Hein. Ça a été le cas de Lafayette, ça a été le cas aussi du général Dumouriez, bien qu'il ait vaincu les Prussiens à Valmy. Et c'est tous ces cadres, il faut les remplacer. Alors pour les remplacer, hop, on fait monter des jeunes sous-officiers qui vont se retrouver officiers. Bon, ça a été le cas de Bernadotte. Hein, ça a été le cas de beaucoup de gens qui seront maréchaux d'Empire. Ils ont commencé comme soldats ou sous-officiers au début de la Révolution. Et puis il y a eu une promotion rapide. Et ce sont des gens jeunes. Hein. On aura une situation un peu comparable au moment de la Résistance et puis de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Quand vous regardez les officiers qui ont rejoint la France libre, hein, je dis la France libre, c'est-à-dire qui ont rejoint De Gaulle dès le départ. Bon, c'est qui? Ce sont des capitaines. Hein. Leclerc était capitaine en 1940, Koenig était capitaine en 1940, l'Armina c'était la même chose. Or, De Gaulle, qui reconstitue une armée, il a besoin d'officiers supérieurs. Hein, et il va faire avec essentiellement les gens qu'il a. Voilà pourquoi Leclerc se retrouve rapidement colonel et général, on a la même chose avec Koenig et puis de l'Armina. Je cite ces trois-là parce que ce sont des plus connus. Et après quand après le débarquement américain en Afrique du Nord, lorsque l'armée d'Afrique se reconstitue, on va voir là des généraux qui viennent de l'armée régulière, mais qui avaient fait le gros dos, mais qui étaient restés fidèles par discipline à Vichy, quoi. Ces gens-là, la cohabitation et la fusion entre les deux, ça va pas être facile, hein. Ça n'a pas été facile. D'autant plus qu'il y avait des différences d'âge, vous comprenez. Bon, quand vous prenez Leclerc, général d'armée 5 étoiles en 1944-45, il est né en 1902, et Delattre comme Juin, ils ont 12 ans, ou 10 ou 12 ans, 12 ou 13 ans de plus que lui. Hein. Eux, ils ont suivi tout le cursus. Et alors que Leclerc était capitaine, Juin était déjà général, et Delattre aussi. Bon. Donc il y a eu des promotions fulgurantes dans la alors je ne parle pas de la résistance, parce que ça c'est autre chose. Vous savez, il a fait la tournée des popotes en France, De Gaulle, et arrivant à Toulouse, il était accueilli par des gens qui avaient tous des grades. Hein, et il arrive devant un gars qui avait que 2 galons, qui était lieutenant. Et alors De Gaulle s'arrête et lui dit « Vous savez pas coudre ?» Voilà, parce que vous n'avez pas de galons. De la même façon, et on l'a revu dans un téléfilm, là, il n'y a pas longtemps sur la télé, ils l'ont passé à l'occasion de la libération de Paris. 1944, libération de Paris, Chaban, il est général. De brigade, mais général. Et alors, De Gaulle ne l'avait jamais vu. Hein, jamais vu. Et quand il fait sa connaissance, il se tourne vers je ne sais plus qui, et il dit « Mais vous m'avez fait nommer un général très jeune. » Et oui, parce que Chaban, il est né en 1915 ou 16, il n'a pas l'âge d'être un général. Songez que De Gaulle, en 1940, il a la cinquantaine,
Et il n'est toujours pas général, lui. Hein? Bon, alors bien sûr, parce que forte tête, et puis il n'avait pas été promu. Mais voilà, bon, je dis ça parce que c'est pour donner une idée que sous la Révolution et l'Empire aussi, on a eu une vague de gens qui ont été promus très rapidement. Bon, et ça a été le cas des deux Noguès, hein, du frère d'Antoine, qui était un peu plus âgé que lui, et puis d'Antoine Noguès. Et qui ont joué des rôles aussi pendant toute cette période. Or, ces militaires, au moment où la Restauration s'installe, après 1815, ils ont été mis de côté. Il y en a quelques-uns qui ont joué le rôle, qui ont fait amende honorable ou qui se sont ralliés au régime, mais d'autres non. Et on s'est beaucoup méfié de ces gens-là. Et notamment certains, ils avaient été victimes des fameux demi-soldes. On leur avait diminué de moitié leur pension de retraite. Et Noguès, il est de ceux qui ont été renvoyés dans ces terres. Alors, ils avaient acheté des terres. Hein, c'est pendant les guerres impériales qu'ils avaient acheté leurs biens. Mais ils ont une revanche à prendre sur cette monarchie. Et notamment sur cette ancienne noblesse qui les a méprisés, etc. Alors, Noguès, c'était le bon... Il avait la tête de l'emploi. Alors, c'est lui qui va conseiller les préfets, mais qui va commander finalement. D'autant plus qu'il connaît le département. Et tous les conseillers généraux sont destitués, sauf un, Fournier de Saint-Lary, je dirai pourquoi après. Mais ils sont tous destitués à la fin de l'année 1830. Et quand vous allez chercher leurs fiches aux archives, parce qu'il y a des archives, maintenant elles ont été ouvertes, vous trouvez, ces principes ne sont pas en harmonie avec l'ordre actuel des choses. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, ça, ce sont des choses qui se produisent chaque fois qu'on a des changements de régime. Bon, donc en fait, il a limogé toute cette ancienne noblesse et ils ont nommé 16 nouveaux conseillers généraux au début de l'année 1831. Bon. Parmi les gens, alors c'est le préfet qui a officiellement fait des propositions et le ministère qui les a nommés. Premier nommé, Antoine Noguès, conseiller général, et qui va présider les 2 premières sessions de 1831, novembre et décembre 1831. Et puis ensuite, Noguès, on va lui proposer une promotion qu'il va accepter, être commandant militaire de la place de Bayonne. Bon. À mon avis, c'était peut-être aussi l'occasion de l'éloigner un peu du département. Hein. Mais enfin, là, on voit qu'il y a une volonté de revanche contre toute cette noblesse d'Ancien Régime. Il y en a un autre aussi qui est reconduit, c'est Bertrand Fournier de Saint-Lary, qui était donc, comme son nom l'indique, noble du côté de Saint-Lary. Il avait été destitué au printemps 1830 parce qu'il ne soutenait pas. Vous savez, Charles X, sur la fin, il devenait de plus en plus autoritaire et voulait rétablir un pouvoir de plus en plus absolu. Hein. Alors lui, justement, si aujourd'hui on dit que c'est une des raisons, je n'en sais rien, mais peut-être que les constituants, ils ont étudié le droit constitutionnel, donc ils savent ce qu'ils font. Vous savez, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée un an après son... Enfin, on doit attendre un an entre une dissolution et la dissolution suivante. Bon, nous en savons quelque chose aujourd'hui. Et c'est parce que Charles X, il l'avait dissous 3 fois de suite. Les résultats d'élection ne lui convenaient pas, il a dissous et on a abouti à la révolution de juillet 1830. Bon, donc, et cette évolution-là avait déplu à Fournier de Saint-Lary, qui était plus libéral. Et voilà pourquoi Saint-Lary est réintégré dans le Conseil général. Et cette fois-ci, Noguès, il est plus malin quand même, il tient un équilibre géographique. Les maires de Tarbes, de Lourdes et de Bagnères de Bigorre sont nommés conseillers généraux. Hein. Il répartit mieux les conseillers généraux dans le département. Il y a 4 lavedanais qui y rentrent, c'est la première fois, plus des gens de la vallée d'Or, de la Barousse, du Magnoac et de la rivière basse. Autrement dit, il a essayé de respecter quand même aussi une représentativité territoriale. Tout ça, c'est parce que tous ces conseillers généraux, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, mais ils servent de relais, hein, d'influence sur le territoire. Il faut le voir comme ça. Hein. Alors cette fois-ci, ce sont des membres de la bourgeoisie. À part Fournier de Saint-Lary, il y a 6 juristes, 3 médecins, 2 militaires, 3 hommes d'affaires, 2 négociants, plus un manufacturier qui était un teinturier, et puis un ingénieur polytechnicien
qui va pas le rester, qui va pas siéger longtemps, 2-3 ans au Conseil général, qui était Colomès de Juillan. Bon, vous savez, quelqu'un qui a fait beaucoup de travaux là, sur les chemins de fer et sur les routes dans le secteur. Il y a aussi un rajeunissement. Par exemple, il y a 7 conseillers généraux sur 16 qui ont moins de 50 ans, dont 2 qui ont moins de 40 ans, ce qui est quand même pas mal. Il y a 7 quinquagénaires, et puis il reste un sexagénaire, Fournier de Saint-Lary, et un septuagénaire, mais qui est symbolique, c'est Bertrand Pinac. Alors, il est allé chercher Bertrand Pinac à Bagnères. Alors lui, c'est un personnage, Bertrand Pinac, qui a joué un rôle de premier plan à Bagnères sous la Terreur. À l'époque, à Bagnères, il avait été surnommé le Robespierrot. Hein, Bertrand Pinac, le petit Robespierre, localement. Mais c'est un symbole, c'est-à-dire qu'on veut s'appuyer, la monarchie de Juillet au départ, elle essaye de s'appuyer sur les forces républicaines, sur des gens qui ont participé à la Révolution par opposition à la Restauration. Hein. Donc, on s'appuie sur la bourgeoisie et on va chercher, si possible, des gens qui ont joué un rôle sous la Révolution. Bon, mais c'est une situation de transition, parce que pendant ce temps-là, le gouvernement et la nouvelle Chambre des députés vont mettre au point une nouvelle administration locale. Ils ne vont pas supprimer le conseil général, ni les conseils municipaux, mais ils vont introduire le suffrage pas universel, censitaire, l'élection des conseillers généraux comme des conseillers municipaux. Et c'est la loi de 1833 qui impose l'élection du conseil général au suffrage censitaire. Alors évidemment, vous me direz, oui, mais c'est pas encore le suffrage universel. Non, mais c'est toujours pareil. C'est un progrès par rapport à la situation antérieure. Hein. La bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide, selon qu'on soit optimiste ou pessimiste. Mais nous, on ne doit pas juger par rapport à ce qu'on sait, ce qui s'est passé après, mais par rapport à la situation antérieure. C'est un progrès. Parce que, en même temps, si on élit le conseiller général, il faut lui donner une assise. Et c'est là que le canton existait. Les cantons ont été créés déjà en 1790, on a créé des cantons, et les cantons ont été maintenus jusqu'au début du consulat en 1800, et le nombre de cantons a diminué en 1800. Mais on a maintenu le canton, qui était une administration. Il y avait le juge de paix, il y avait une brigade de gendarmerie, par exemple, par canton, etc. Mais ce n'était pas un représentant le canton. Or, ce que décide la loi de 1833, c'est d'élire un conseiller général par canton. Bon. Alors, dans le département, il y avait 26 cantons à l'époque, donc on va passer de 16 conseillers généraux à 26, mais 26 élus. Et cette situation, ces 26 cantons, avec un conseiller général, qui a donc une assise électorale qui est représentative, ça va durer jusqu'en 1973, puisque on augmentera le nombre de cantons en 73. Ce sont les mêmes cantons qu'on a eus depuis 1800 jusqu'en 1973. Alors, bon, donc, le conseiller général est élu sur un canton. Comment est-il élu? Est-il élu au suffrage censitaire? C'est-à-dire qu'on va imposer on va imposer, oui, c'est le mot est mal choisi, mais on va décider que pour pouvoir voter, il faut payer un impôt minimal annuel, qu'on appelle le cens. Impôt sur la propriété, hein, je répète encore une fois, c'est pas sur les revenus, mais sur la propriété. Il faut acquitter un cens de 200 francs par an pour pouvoir voter. Alors, pour pouvoir voter aux élections législatives comme aux élections cantonales. Bon.
Alors, évidemment, alors le principe de tout ça, c'est de dire, oui, mais les instances élues, elles votent des impôts. Donc, pour pouvoir décider de créer un impôt, de l'augmenter ou de le baisser, ben, il faut que ce soit des gens qui payent des impôts qui le décident. On ne va pas demander à des gens qui ne payent pas l'impôt de décider du montant de l'impôt à payer. Bon, il y a une logique à tout ça. Après, on en passe ce qu'on en veut, mais il faut comprendre la logique. Alors, le problème, c'est que il n'y a que 0,27% de Hauts-Pyrénéens qui payent 200 francs de cens par an. Donc, il n'y a que 0,27% des Hauts-Pyrénéens qui peuvent voter. Bon, en France, à l'époque, à la même date, 1833, 1832, c'est 0,68%. Bon, donc nous, on est en dessous. Alors, parce que la classe bourgeoise, ou la bourgeoisie des Hautes-Pyrénées, elle est faible, quoi. Elle a toujours été numériquement faible. Bon, on n'était pas un pays, une zone qui a vu se développer le grand commerce, où on était à l'écart des grandes zones commerciales européennes, c'est sûr. Et puis également d'activités industrielles naissantes. Bon, en 1830, quoique c'est le début de la révolution industrielle, 1830, mais ça ne se situe pas chez nous. Bon. Alors, comment on fait? Parce que la loi, elle dit, dans certains cantons, par exemple dans les Hautes-Pyrénées, dans le canton d'Aucun, il n'y aurait eu qu'un seul électeur. Bon. Alors, il va falloir garantir en même temps un nombre minimal d'électeurs. Alors, la loi prévoit qu'il faut qu'il y ait 50 électeurs par canton. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va baisser le cens jusqu'à ce qu'on trouve 50 électeurs dans un canton. Bon, c'est pareil pour élire les députés au scrutin d'arrondissement. On va baisser le cens pour essayer d'avoir un nombre minimal d'électeurs. Alors, dans le département des Hautes-Pyrénées, il y a 21 cantons sur 26 qui, si on appliquait la loi sans baisser le seuil, n'auraient pas les 50 électeurs. Donc, dans 21 cantons, on a dû baisser le cens, le montant du cens à payer, pour pouvoir avoir 50 électeurs. Alors, si je vous donne le nombre, pour la première élection cantonale qu'il y avait eu, et également aussi législative, puisque le cens était 200 francs, payer un cens supérieur ou égal à 200 francs. Il n'y avait que 687 électeurs qui payaient un cens de 200 francs, plus de 200 ou plus francs par an. Or, on a eu aux premières élections cantonales de 1833, 1388 électeurs cantonaux. Donc, il y en avait 701 qui payaient un cens inférieur à 200 francs. Bon. Rendez compte. Donc, alors, ça donne lieu, on a les listes des gens par canton qui votaient, etc. On a les listes aux archives. Hein. Vous pouvez aller consulter si vous voulez connaître votre situation locale. Hein. Mais moi, j'avais regardé l'an dernier pour un travail sur Argelès, et il y avait à peu près qu'une dizaine de personnes d'Argelès qui votaient. Hein, 10-12, pas plus. Parmi des gens qui pourtant appartenaient à la petite bourgeoisie locale. Mais ils n'avaient pas des revenus aussi extraordinaires que ça, quoi. Hein, même s'ils avaient pignon sur rue dans la petite ville. Bon, alors, il faut rappeler aussi que le cens est assis sur le patrimoine foncier ou immobilier. Le revenu professionnel n'est pas pris en compte. Alors, il y a dans les années 70, il est décédé maintenant, mais il y a un ancien magistrat qui avait étudié toute cette question dans les Hautes-Pyrénées. Il avait publié 2 articles dans les Annales du Midi, c'était Henri Sicamois. Et Sicamois, il explique que, évidemment, il dit ce système impliquait la possession d'un patrimoine acquis par héritage. Hein, ça
impliquait la possession d'un patrimoine acquis par l'héritage, avant que la réussite professionnelle n'ait permis l'acquisition de biens personnels. Alors il donne des exemples. Des médecins qui ont gagné de l'argent, mais s'ils démarrent et s'ils n'ont pas un patrimoine foncier ou immobilier important, eh bien, il va leur falloir plusieurs années avec ce système pour pouvoir voter. Donc, il y a des gens qui ensuite ont eu pignon sur rue dans le département, comme des avocats, des notaires et des médecins. Oui, ils ont gagné de l'argent par leur revenu professionnel, mais au départ de leur carrière, ils n'avaient pas d'héritage patrimonial suffisant qui leur permettait de payer un cens de 200 francs par an ou plus. Donc, il y a des gens qui sont exclus. Avocats, beaucoup d'avocats, de notaires, de médecins. Les 3/4 des médecins du département ne votent pas. Alors, pourquoi ils ne votent pas? Parce qu'ils sont... ils payent pas assez, mais tout ça, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas d'héritage. Il écrit ceci: le système est préjudiciable aux hommes sans passé familial. Hein? Si vous n'avez pas une famille qui vous a transmis un patrimoine, vous ne pouvez pas voter. Bon. Par contre, il est très favorable à des familles de notables qui possèdent des biens fonciers depuis longtemps, depuis plusieurs générations. Alors, qui vont être les élus au Conseil général? Curieusement, l'ancienne noblesse est peu représentée. Visiblement, elle est retournée dans ses châteaux, et c'est, à quelques exceptions près, ne s'est plus trop mêlée de politique. On a essentiellement des notables issus de la bourgeoisie d'Ancien Régime. Hein? Et c'est des gens qui avaient commencé à faire des fortunes dès le XVIIIe siècle, dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Beaucoup d'avocats en parlement, mais comme la famille Barrère. Hein. Barrère, le père de Bertrand Barrère, avait fait déjà fortune, il avait acheté la seigneurie de Vieuxac à Argelès, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait... Ils ont commencé leur fortune déjà dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ces gens-là, d'ailleurs, au début de la Révolution, ils ont profité de la vente des biens nationaux. Alors, je vous rappelle... Si vous vous en souvenez plus, bon, lorsque on a pour asseoir la création, pour gagner des sous, l'État, enfin la monarchie constitutionnelle, Louis XVI était encore au pouvoir, enfin il était au pouvoir comme monarque constitutionnel. En 1790-91. Comme on avait supprimé tous les privilèges le 26 août 89, l'Église, qui possédait de nombreuses seigneuries, de nombreux revenus, la dîme, etc., tout ça, ça avait été supprimé quand on a supprimé les privilèges. Par conséquent, de quoi allait vivre l'Église? Il fallait bien qu'elle vive de quelque chose, et c'est pour ça qu'on avait décidé de salarier le clergé. Mais à condition que le clergé prête un serment de fidélité à la Constitution. Voilà. Bon. Alors évidemment, le clergé, la question qui s'est posée pour les évêques, etc., le chef de la religion catholique, il est à Rome, il n'était pas en France, à Paris. Par conséquent, ils ont voulu avoir l'aval du pape. Et le pape, quand il s'est prononcé sur cette question, il a dit, il n'en est pas question. Le patron, c'est moi dans l'Église. Donc, vous ne prêterez aucun serment. Mais, selon les régions où le clergé était pauvre, etc., eh bien, il y a des curés qui ont dit, ah ben nous, on n'a pas trop de revenus, etc. Si l'État nous paye, on s'en fiche, on prête serment. Ça a été le cas de la majorité des prêtres dans les Hautes-Pyrénées, sauf l'évêque. Monseigneur Guin-Montagnac, il ne l'a pas fait. Mais dans les départements de l'Ouest, ils ont refusé de prêter serment. Hein? Alors, c'est là que les choses se sont envenimées, en Vendée, en Bretagne, dans le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, pas le Sud, mais le Nord. Le Sud était protestant, ils s'en foutaient, mais dans le Nord, c'était très catho, les Deux-Sèvres. Et ça a donné lieu, après, aux guerres qu'on connaît, parce que
on a nommé un évêque constitutionnel qui a nommé des curés qui avaient prêté serment, mais qui venaient prendre la place des curés qui avaient refusé de prêter serment, et les populations défendaient l'ancien curé, d'où ça a fini par devenir un problème. Bon. Mais l'Église possédait des biens quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent? Avec quoi on va les payer, ces curés? Eh bien, on va vendre quantité de biens confisqués au clergé. Et on va vendre ce qu'on a appelé des biens nationaux. Voilà. Donc, qui a acheté ces biens nationaux? La bourgeoisie locale. Ici, par exemple, bon, je pense, l'abbaye de Saint-Savin, elle a été rachetée par un notable qui était cottrézien, le docteur Labatte, qui était médecin à Cotteret. Bon, il a racheté tout, hein. L'église abbatiale et le corps de l'abbaye. Bon, par la suite, parce qu'il y avait une église paroissiale à Saint-Savin, puis par la suite l'église paroissiale a été démolie, et le département qui avait récupéré le bien national a rétrocédé l'église pour la paroisse, et il a gardé l'autre bâtiment, qui finalement avait été donné à la commune pour devenir une école à la fin du XIXe siècle. Bon, donc tous ces biens nationaux, ce sont des bourgeois qui les ont achetés. Et ils se sont donc acquis comme ça un patrimoine français. Hein. On parlait du nord des Deux-Sèvres, mais à Bressuire, justement, il y avait une bourgeoisie bressuiraise qui s'était empressée de racheter tous les biens du clergé de la petite commune. Et le problème après, c'est que cette petite bourgeoisie, elle a soutenu la Révolution, mais elle était en décalage complet avec toutes les populations rurales autour, quoi. Et la ville, elle a fini par être brûlée en 1794. Entre parenthèses, je parlais des guerres de Vendée, mais qui c'est qui a mené toute la répression en Vendée, qui l'a dirigée? Un certain Bertrand Barrère. Bon, il n'est pas en odeur de sainteté partout. Bon, je disais donc qu'il y a une bourgeoisie qui s'est enrichie encore au début de la Révolution. Et ces gens-là, on les retrouve aux Manches, en particulier, des descendants de ces gens-là, à partir de 1830. Hein. Les 2/3 des revenus des consuls généraux de l'époque, alors ils sont beaucoup moins élevés quand même que ceux de l'ancienne noblesse, ils vont de 5 000 francs à 15 000 francs par an. C'est pas énorme, mais enfin bon. Là, dans les conseils généraux, on retrouve des grands propriétaires, mais qui appartiennent à la bourgeoisie cette fois-ci, et des magistrats. C'est eux qui dominent. Sur l'ensemble de la période qui va de 1830 jusqu'en 1848, donc toute la monarchie de Juillet, il y a 8 propriétaires, il y a 14-15 propriétaires ou magistrats sur 26 sur toute la période, en moyenne. Hein. Dans les années 30, les propriétaires sont plus nombreux que les magistrats, et dans les années 1840, c'est l'inverse. Les magistrats sont de plus en plus nombreux. Bon. Les professions libérales, il n'y en a que 5 pendant toute la période. Avocats, notaires, médecins, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Bon, alors, il y a quelques hommes d'affaires aussi et quelques négociants. Pendant toute cette période, c'est une période de stabilité, mais c'est des conservateurs qui sont au Conseil général. Avec des différences qui vont apparaître entre les années 1830 et les années 1840. Dans les années 1830, les vieux clans Barrère et Fondeville subsistent. Barrère est toujours là, Bertrand Barrère. Il est mort au début des années 1840. Alors, sous l'Empire, il était en France sous l'Empire, il a été obligé de partir et de s'exiler en 1815. Donc il a passé de 1815 jusqu'en 1830, il a vécu à Bruxelles, comme beaucoup de gens qui étaient interdits en France. S'il était rentré en France, il était arrêté, puis il aurait été jugé, etc., à cause, comme c'était un ancien conventionnel. En plus, c'est lui qui avait présidé le procès concernant Louis XVI, donc il n'aurait pas été en odeur de sainteté.
Il a vécu dans la misère, hein, d'ailleurs, difficilement comme beaucoup, à Bruxelles. Et en 1840, à 1830, pardon, Louis-Philippe autorise tous ces gens-là à rentrer. Et voilà que Bertrand Barrère débarque à Tarbes. Hein, bon. Et il va se faire élire le conseiller général. Alors la famille n'était pas très contente de le voir revenir, hein, paraît-il. Mais bon, il a siégé au Conseil général, dont il a été le doyen pendant les années 1830. Donc le vieux clan est toujours là. Et en face, celui qui représente le clan Fondeville, c'est Fournier de Saint-Lary, qui aussi a vécu très âgé et qui va représenter ces clans. Donc, si vous voulez, c'est les anciens clans qu'on avait connus dès la Révolution, et puis en partie sous l'Empire, mais qui avaient disparu sous la Restauration, qui tiennent en main le pays. Cela dit, le département. Cela dit, il y a des parachutés. C'est une maladie aussi de toutes les époques. On nous a envoyé des gens en quête de siège. Hein. En particulier, il y a 2 personnages qui sont parachutés dans le département pour trouver un siège. Alors l'un, j'en ai déjà parlé abondamment, c'est Achille Foult, hein, qui va s'implanter dans le département, qui va se faire élire conseiller général. Et l'autre, c'est Eugène de Goulard, qui est aussi un orléaniste, dont j'ai eu l'occasion de parler également, qui va lui s'implanter du côté d'Arrault. Il avait épousé une fille Ferraud, d'un notaire d'Arrault, et il va être conseiller général d'Arrault, et acheter des propriétés, notamment en Barousse. Donc, et ce sont des grands notables, hein, ils vont être élus députés, etc., en même temps. Bon, dans ce conseil général, et je rappelle, il y avait une minorité progressiste, ils n'étaient pas nombreux, menés par un avocat général de la cour d'appel de Pau, qui était Jean-Marie Laporte, et qui était à la tête de ce qu'on appelait la gauche dynastique, c'est-à-dire la gauche d'opposition, hein, elle soutenait Louis-Philippe, mais elle était l'aile gauche de Louis-Philippe. Il y a toujours eu ça, hein, vous vous souvenez, les gaullistes de gauche, ça faisait souvent sourire, il y a des gaullistes de gauche, comme aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des macronistes de gauche et des macronistes de droite. Bon, si vous écoutez l'actualité, oui, c'est ça. Bon, alors, ça existe, hein, c'est vrai. Et bien, Jean-Marie Laporte, c'était un Louis-Philippiste, si vous voulez, de gauche, qu'on appelait la gauche dynastique. C'est-à-dire qu'il était pour beaucoup plus de liberté, hein. Attention, il n'est pas allé jusqu'à réclamer des mesures hyper que réclamait la gauche socialiste naissante à cette époque-là. Bon, donc on a des notables élus au suffrage universel, censitaire, pardon. Le suffrage universel, c'est juste après. 1848, nous avons une parenthèse républicaine. Alors, la parenthèse républicaine, c'est essentiellement l'instauration du suffrage universel masculin le 3 juillet 1848. Hein. Alors on disait avant suffrage universel, mais depuis quelques années, dernières années d'enseignement, on disait précisé masculin. Hein, bon, ce qui était logique aussi, hein, parce que bon, les femmes ne votent que depuis 1945. Bon, alors suffrage universel masculin, mais pourtant le Conseil général n'en est pas bouleversé. Hein. Les conseils généraux sont élus dans le cadre des cantons. Il y a des élections en 1848. Il y a 7 républicains sur 26 qui sont élus. Et puis 19 autres qui ne sont pas des républicains. 10 ont siégé sous la monarchie de Juillet et ils ont été réélus. Et 9, se disent modérés. Alors, c'est comme toujours dans toutes ces périodes-là, etc. Hein. Il y a une révolution, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer? Il est urgent d'observer et d'attendre. Parce qu'il y en a 7 qui se disent vraiment républicains sur 26, et les 19 autres, ils sont modérés. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? On se rallie du bout des doigts au régime républicain, et puis on va voir. Parce que des gens qui ont soutenu la monarchie de Juillet, bon... ils vont pas... Alors, je comprends qu'ils n'adhèrent pas avec enthousiasme à la République, mais ils ne s'y opposent pas non plus, quoi. Alors, c'est des notables, hein, qui dominent toujours. Les juristes sont toujours nombreux. 14 sur 26 en 1848. 14 sur 28. Alors, juristes, c'est magistrats, il y en a 8, 4 notaires, 2 avocats. Bon. Il y a
3 hommes d'affaires, 2 négociants, hein, et puis un banquier. C'est Fould. Hein, bon, c'est pas rien. Il y a toujours des propriétaires fonciers qui sont des rentiers, et il y a 4 médecins qui se font élire en 1848. Bon. Et celui qui est élu président dans les 2 sessions de 1848, eh bien, c'est Jean-Marie Laporte, c'est-à-dire celui de la gauche dynastique avant. Hein. Lui, c'est un modéré qui s'est rallié à la République, bon, on considère qu'on peut lui faire confiance. Bon. Et les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui sous la monarchie de Juillet vont le soutenir, hein, malgré tout. Bon. Il y a une chose qui est très intéressante d'un point de vue pour l'historien, c'est que les comptes rendus du Conseil général, jusqu'en 1870, bon, vous avez des comptes rendus formels. Il n'y a pas compte rendu des débats. On ne sait pas ce qui se dit. Hein. On expose le problème et on donne le résultat du vote, etc. Bien. Mais sur la période de 1848, lorsque Laporte a été président du Conseil général, alors là, c'est un compte rendu intégral. Les engueulades, les discussions, les interpellations, tout ça, ça y est, quoi. Alors ça c'est très intéressant, c'est comme les comptes rendus actuels de l'Assemblée, quand vous lisez les comptes rendus officiels, les gens qui lancent une interpellation de leur banc, boum, ça y est dans le compte rendu verbal, quoi. Bon, c'est intéressant, ça donne une idée de la vie. Alors évidemment, ça fait un peu théâtral. Et ça plaît pas, ça, mais bon, c'est comme ça. Les gens qui sont... Alors, si je prends les républicains, maintenant, les 7 républicains, ils appartiennent à la bourgeoisie, et ce sont aussi des notables, ils sont tous très bien connus dans leur canton. Hein. Il y a 3 médecins, donc c'est leur fonction de médecin qui fait qu'ils ont été élus. Fougas, Giffard, Sénac, il y a 2 notaires, Dufort à Rabastens et Dumoret à Bagnères. Il y a aussi alors il y a un cas particulier, mais ça existe toujours, les originaux, mais j'en ai déjà parlé, un propriétaire foncier qui est dans le canton de Pouillastruc, qui est un aristocrate, le baron d'Armaux, de Pouille-Draguin ou Pouille-Draguin, je ne sais plus exactement. Et lui c'est un républicain. Pourtant il appartient à la vieille noblesse, mais c'est un républicain. Bon. Alors, dès décembre 1849, le vent tourne quand Louis-Napoléon est élu président de la République. Et à partir de ce moment-là, au Conseil général, lorsqu'il s'agit d'élire le président à la première session de 1849, eh bien, Fould est réélu. Hein. La plupart, sur les 19 modérés, eh bien, il y en a 18 qui soutiennent la candidature de Fould, et Laporte, il n'est pas réélu. Laporte, il se retrouve tout seul avec le soutien des Républicains, finalement. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu beaucoup de changements, et c'est pour ça qu'on pouvait parler d'une parenthèse pour le Conseil général des Hautes-Pyrénées en 1848. Et enfin, je termine cette longue période avec 1852-1870. Alors c'est l'ère Fould. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que Fould, il avait la même mise sur le département. Hein. Il avait été président du Conseil général donc, en 1847, et puis réélu ensuite de 1849, jusqu'à sa mort en 1867, mais après, de 67 à 70, c'était un de ses partisans qui avait été élu président, et son fils était devenu premier vice-président. Bon, l'Empire ne pouvait pas revenir sur le suffrage universel, c'eût été un retour en arrière. En plus, Louis-Napoléon Bonaparte se faisait le défenseur du suffrage universel, parce que lui, il aurait mis des plébiscites partout, des référendums partout. Hein. Donc, ils maintiennent le suffrage universel masculin, mais ils créent quelque chose de nouveau qui est la candidature officielle. Hein, j'en avais parlé. Bon. C'est-à-dire que l'administration désigne les candidats officiels. Ils auront du papier blanc, tous les autres auront du papier de couleur. Si vous voyez quelqu'un qui est candidat qui a un bulletin papier bleu, vous savez que ce n'est pas un candidat officiel. Bon. Et puis tous les administratifs sont invités à faire voter pour le candidat officiel. Bon, alors ça,
c'est favorable aux notables qui sont issus des bourgeoisies cantonales, mais en échange de la candidature, de l'élection, il faut prêter allégeance au nouveau régime en prêtant serment. On prête serment de fidélité. Bon, et c'est vrai dans les communes, ça aussi. Alors, on sait aujourd'hui, même si il n'y a pas de preuves précises, mais par des courriers, des correspondances, en recoupant des décisions, on s'aperçoit que, bon, normalement, c'est le préfet qui propose au ministre de nommer les conseillers généraux. Mais quand, dans un département, vous avez le principal ministre de Napoléon, qui est ministre d'État, il n'y a pas de Premier ministre, le ministre d'État et puis ministre des Finances, qui a plus d'influence, le préfet ou le ministre dans le département. Bon, on connaît la réponse, parce que les préfets qui n'ont pas été d'accord, comme le préfet Massy, il a fini par partir. Bon, donc c'est Fould qui choisit les candidatures officielles. Bon, alors, à partir de ce moment-là, c'est lui qui a été le patron. Et alors, il élimine, bien sûr, les opposants au régime, dès 1852. Les républicains, il y a eu un seul républicain qui s'est rallié au régime, c'est le docteur Fougas Avielor. Il a accepté de prêter serment au régime, etc., et il a été réélu. Il a été nommé candidat officiel. Après, sont écartés Jean-Marie Laporte, évidemment, on n'en voulait plus de Laporte, et le baron d'Armaux, parce que lui, bon, incontrôlable, il est écarté de la candidature officielle. Donc ils sont battus. Et puis il y en a eu qui ont refusé de prêter serment par principe, etc. Et eux, ils ont été destitués avant même l'élection. Ça a été le cas du docteur Sénac d'Argelès et puis de maître Dufaux à Rabastens. Bon, donc ces gens-là, pas d'opposants républicains. Le seul ancien républicain élu, il s'est rallié. Les orléanistes, parce que ça aussi, c'est les monarchistes qui avaient défendu Louis-Philippe, eh bien eux, ils vont s'effacer d'eux-mêmes. De Goulard se retire. Il réapparaîtra en 1870. Ferraud aussi se retire. Il réapparaîtra à une élection législative en 1867. Mais c'est déjà l'Empire libéral et c'est la fin de la période. Donc les orléanistes s'effacent. Alors, Fould, il devient le patron. Il a réussi à rallier quelques monarchistes au régime, comme l'ancien préfet Ségur d'Aguesseau, qui a été nommé sénateur. Alors il a accepté de se rallier au régime. Il a réussi à rallier des personnalités comme le baron Larrey, le fils de Dominique Larrey, le chirurgien de l'Empire. Le baron Hippolyte Larrey s'est rallié à Napoléon III, ou un historien qui était un magistrat, Gustave Bascle de la Grèze. Il a écrit une histoire de Bigorre également. Bon, et puis après, leur dénomination, il évite que des gens soient nommés, aient une candidature officielle. Parce que lorsque un conseiller général de Luce, Baradère, qui ne venait jamais à Luce, sauf au mois d'août, et qui venait en même temps au conseil général, à session, autrement il n'était jamais là, Baradère avait voulu donner sa démission. Il avait écrit au préfet. Alors ça, on a trouvé ça aux archives, quoi. Il écrit au préfet, je suis fatigué, tout ça, maintenant je vous donne ma démission, je ne peux plus venir, etc., je ne peux rien faire, vous allez trouver un autre candidat officiel. Bien. Ça, 2 mois après, le même Baradère écrit au préfet, et il lui dit, écoutez, finalement, après une correspondance avec M. Fould, j'ai décidé de ne pas démissionner. Je reviens sur ma démission. Bon, ça montre bien que l'autre avait fait pression sur lui. Parce que qui pouvait nommer à Luce comme notable? Il n'y avait qu'une personne. C'était Henri Vergès. Et Henri Vergès, Fould n'en voulait pas. Henri Vergès, il était d'Esquiez, fils de quelqu'un qui s'était enrichi dans le commerce avec l'Espagne à Esquiez-Serres, et qui avait pu faire des études de médecine et qui était prof de médecine à la fac à Montpellier. Bon, qui avait été élu conseiller général pendant la Seconde République, la Deuxième République, et puis qui avait été battu après parce qu'il n'avait pas eu la candidature officielle.
Et après, ce personnage, il avait une influence dans les milieux catholiques. L'évêque Laurence l'avait chargé d'une mission pour évaluer. Il n'y avait pas de commission médicale à l'époque pour les premiers miracles. Hein. Et donc, Vergès a été un des premiers sollicités, avec d'autres, par Monseigneur Laurence, pour essayer de démontrer que les premières guérisons étaient miraculeuses, etc. Ce qui avait valu à Vergès une décoration de la part du pape. Bon, Vergès sera élu conseiller général en 1870, après, hein, et jusque sa mort dans les années 1880. Mais, bon, c'est clair, Fould ne voulait pas de gens qui lui tiennent tête au conseil général. Voilà, c'était clair. Et c'est sûr que Vergès aurait tenu tête. Bon. Donc, si vous voulez, c'est lui qui tient en main le département. Alors, si on prend le Conseil général en 1870, 15 sur 26 ont fait des études de droit. Encore une fois, le règne des juristes. Hein. Le nombre de magistrats a baissé. Ils étaient une dizaine en 1852, ils sont tombés à 3 en 1870. Par contre, le nombre d'avocats et de notaires a augmenté. Ils étaient 10 en 1870. Bon. Après, il y avait un propriétaire foncier, mais c'était le fils Fould. Les deux fils Fould, parce que oui, le fils préféré, Adolphe, avait été élu conseiller général de Viellore, et puis quand le conseiller général d'Argelès est mort, sa sœur, là aussi, ils avaient peur que Sénac ne se présente, et c'est le fils Fould qui a quitté Viellore pour se présenter à Argelès où il avait été élu. Mais il a été député aussi de la circonscription. Donc Adolphe, c'était... en plus, c'était le bras droit de son père, etc. Et il avait fait venir à Tarbes son autre fils, Gustave, qui pourtant était un personnage plus incontrôlable, parce que lui, il faisait du théâtre, il a écrit des romans sous un pseudonyme, etc. C'était l'enfant terrible de la famille, mais il essayait de les ramener sur le département, quoi. Et eux sont considérés comme propriétaires fonciers. On oublie de dire qu'il devait avoir pas mal d'actions dans le capital familial, notamment à la Compagnie du Midi, etc. Bon, en gros, le seul issu de l'ancienne noblesse, c'est Ségur d'Aguesseau, mais qui s'est rallié. Donc, si vous voulez, sous le Second Empire, il n'y a pas de progrès au niveau sociologique. Si on fait remarquer, si Camois fait remarquer que il y a quelques élus, gens qui ont été élus, notamment quelques médecins, ils n'auraient pas été élus dans le cadre du suffrage censitaire. Donc là, ils ont été élus, mais c'est quand même à la marge. Hein. On a en fait, sous le Second Empire, une assemblée de notables, essentiellement des hommes de loi et des propriétaires fonciers, issus de la grande et moyenne bourgeoisie sous le Second Empire. Bon, la différence avec le début de la période, c'est que c'est plus des notables issus de l'ancienne noblesse, mais des notables issus de la grande ou de la moyenne bourgeoisie, mais tous ont une assise, l'assise de leur fortune, c'est une assise foncière. Bon, alors... la fonction de conseiller général, c'est une charge qui est exercée le plus longtemps possible et puis qu'on essaye de se transmettre comme héritage familial. Par exemple, la famille d'Oza de Lourdes, le père et le fils se sont succédés. Mais on pourrait multiplier des exemples où on se succède. Donc ça, c'est la période, la première période, les grands notables du 19e siècle, et ça n'a rien à voir avec le conseil général d'aujourd'hui. Mais il est 15h25 déjà. Bon... Alors après, écoutez, moi comme vous devez partir à 15h30, certains, je vais simplement vous présenter la suite et puis on l'étudiera la prochaine fois. Pardon, jusqu'à cette période-là, la rémunération des conseillers généraux, elle est symbolique ou elle est effectivement intéressante elle est symbolique, hein, c'est les présences, etc. Oui. Ça n'a jamais été quand même... une sinécure, enfin, hein, je pense que oui, c'est la rémunération, ça doit être des indemnités de présence, quoi.
Alors, quelqu'un comme Baradère qui vient de Paris, ça doit nous coûter cher s'il se fait payer le train. Hein. Bon, ça c'est sûr à l'époque, mais Baradère, je veux dire, sous la Second Empire. Hein. Aujourd'hui, non, je pense pas. Non, là, il y a pas. Il y a une indemnité, mais elle est pas considérable. Hein. Alors, nous avons après la période 1970, le Conseil général républicain. Donc je vous dis ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a un nouveau contexte politique, on développera, hein, et il y a un nouveau profil de conseiller général qui va déboucher sur un nouveau profil avec de nouveaux métiers. On va avoir beaucoup de professions libérales qui vont rentrer dans le conseil général. Jusqu'à la fin du 19e siècle, ça reste des avocats, des notaires, et puis après il y a une bascule qui se fait en faveur des médecins. Hein. Et c'est dans la période de 45-70 qu'on pourrait parler de république des médecins, parce qu'il y a des périodes où on avait 50-51% de médecins au Conseil général des Hautes-Pyrénées. C'était presque un congrès médical, la moitié. Il y a des gens qui sont... Et puis, c'est certain... Alors, là se pose la question du profil du notable républicain. Je pense qu'il faudra que j'évoque ça en donnant des exemples. Parce que les médecins, ils confondent... Enfin, ils confondent, c'est pas leur faute, hein, c'est qu'ils ont une clientèle professionnelle qui se reporte sur eux lors des élections, quelle que soit la couleur politique. Parce que le conseil général, c'est quelqu'un qui est abordable, qui sert de médiateur, etc. Surtout en milieu rural. Hein. Je vous lirai un texte aussi où Erassaré, lorsqu'il avait répondu à un petit bouquin, enfin une interview, un bouquin qui était paru au Cairn par Soulet et par Cubero, il dit mais bon, quand moi j'obtiens des subventions pour faire quelque chose dans Tarbes, les gens, ils se disent c'est la mairie qui a fait ou qui a pas fait. Tandis que si j'étais conseiller général de Montbourguet, j'aurais une subvention pour faire une salle des fêtes, tout le monde saurait que c'est le conseil général. Tandis que à Tarbes, on n'était pas identifié. Alors c'est en milieu rural quand même, c'est différent. Il y a eu une évolution entre les deux. Je parle d'avant 1870. Je vous montre deux photos. Je ne comptais pas vous les montrer. Voilà des conseillers généraux de la période que j'ai pris en photo. Bon, la photo, une photo du fonds Alix, c'est lors de comices agricoles à Bagnères. Alors, bon, on ne voit pas bien, mais c'est dommage. Et là, vous avez une photo qui est de Jacques Longuet. Bon, ça pixelisé, c'est dommage, mais c'est un banquier qui a suivi l'Assemblée générale du Crédit Agricole. Et les quatre que vous avez là, c'est quatre conseillers généraux. Ce que j'aime bien dans cette photo, c'est la symétrie des coups de fourchette entre le docteur Davered au premier plan et Jean-Jacques Morer, qui était conseiller général de Campan, le troisième. Et puis, bon, le docteur Despoy, lui, il a dû recharger sa fourchette entre-temps. Mais enfin, c'est une idée pour vous montrer l'importance et le rôle des conseillers généraux. Voilà. Joseph Davered, qui a été très longtemps conseiller général de Pouillastruc, qui était un médecin, hein, et qui, dans les comptes rendus de séance de conseil général, racontait souvent la guerre de 14, qu'il avait faite. Bon. Enfin, c'est une période avec une génération, un modèle qui a aujourd'hui disparu. Hein. Mais ça a été un notable républicain, bon, moi je trouve ça amusant parce qu'aujourd'hui ça paraît désuet et dépassé, mais moi je ne suis pas critique à l'égard de ce système, hein, parce que dans le système rural, ces gens-là étaient assez dévoués aux populations, quand on lit leurs positions, etc. Et la défense, quand ils défendent les routes par exemple, ils rendent service aux gens, l'aide médicale en particulier, parce que ça n'a pas toujours existé, hein, l'aide médicale, donc ils jouent un rôle important. Alors après, il y a eu des changements entre 73 et 2015. On peut dire que c'est la fin du notable, mais ça je développerai la prochaine fois. Il y a eu des changements sociologiques au gré de l'évolution politique. Quand on a eu une poussée du Parti communiste à Tarbes, on a eu une poussée de cheminots, d'arsenalistes, d'employés des PTT au niveau du Conseil général. Bon, ça c'était une démocratisation.
même s'il y en a un ou deux étaient des permanents du parti. Mais à l'origine, leur formation, c'était pas... oui, parce que je voudrais dire, Jacques Longuet, il raconte une chose à propos de ces médecins, sous la République des médecins. C'est tous ces gens-là, ils avaient été formés avant la guerre de 40. Bon. Or, il faut savoir que la plupart, quand ils sont rentrés dans le lycée, études secondaires, le latin était obligatoire. Hein, bon. Alors, Longuet cite par exemple le vétérinaire de Vic, de Montbourguet, Maurice Ducru, qui était toujours avec des citations latines au Conseil général. Alors, quand il voulait faire rire, il citait Aristophane, la comédie grecque, etc., latine ou grecque. Et puis, quand il voulait être sérieux, alors il vous sortait Cicéron, il vous sortait des tragédiens grecs, etc. Voilà, bon. Parce que il faut voir que ces gens-là, ils avaient été, c'était obligatoire pour eux. Jacques Longuet racontait que le docteur Pérus d'Argelès, il vous parlait de Tacite, hein, et il vous citait Tacite en latin. Alors, c'est une époque. Or, aujourd'hui, il y a eu ce changement. Bon, c'est tant mieux, hein, parce que le latin était obligatoire en 6e jusqu'en 1932. Hein, donc, et eux, c'est une génération qui avait connu ça. Donc, on a ça. Quand on a eu la poussée de l'entente républicaine, alors là, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Hein, 4 anciens présidents de la Chambre de commerce et d'industrie ont siégé au Conseil général des Hautes-Pyrénées. Ça change sociologiquement. Après, on a eu... les agriculteurs, il y en a toujours eu. Mais on a eu de moins en moins de grands propriétaires fonciers. Le dernier, c'était Étienne Achille-Fould. Et après, on a eu des agriculteurs qui étaient des agriculteurs de base. Hein. Et puis, après, on va avoir... Des fonctionnaires, il n'y en avait pas beaucoup. Il faut attendre les 20 dernières années, quoi, à partir de la fin des années 90, où on voit le nombre de fonctionnaires augmenter. Et alors ça, c'est lié justement... alors, il y a une partie, c'est des enseignants, mais il n'y a pas que des enseignants, il y a d'autres fonctionnaires. Alors ça a été aussi lorsque le PS a poussé. Et puis, les radicaux, ils ont modifié leur profil. Il y a eu, au début, ils avaient un profil avec des médecins, etc., ou des notables, et il y a eu un changement aussi en faveur de gens issus de la fonction publique. Bon. Alors, ce sont des gens qui ont des visions un peu différentes. Et c'est pour ça que moi, je dis que s'il y a une époque, il fallait être notable pour être élu, aujourd'hui, c'est plus nécessaire. Alors, justement, le rôle nouveau, je voudrais insister là-dessus, parce que le Conseil général, surtout en milieu rural, a vu son rôle changer, avec l'intercommunalité, les créations de beaucoup de... Et puis même au niveau du département, ils ont des délégations qui sont de plus en plus importantes, liées à la déconcentration, à la décentralisation aussi. Donc le rôle a complètement changé, et je voudrais donc évoquer ça. Et aujourd'hui, des gens se font élire. Non pas parce qu'ils sont médecins notables ou tout ça, il n'y en a plus de médecins, il n'y en a que 2 au Conseil général actuellement. Il y a 2 dames qui sont médecins. Madame Siani et puis Madame Dariotor. C'est les 2 seuls. Bon, et vous avez des gens qui se sont fait connaître dans leur canton parce qu'ils ont été actifs sur la mise en place de CIVOM autrefois, d'actions intercommunales, etc., ou parce qu'ils ont des actions dans le milieu associatif, le milieu social, etc., quoi. Et c'est ce qui fait qu'ils sont reconnus par les gens et qu'ils sont élus. C'est plus des critères de notabilité comme autrefois. Donc on peut dire qu'il y a une démocratisation, hein. Bon, moi, je ne devrais peut-être pas dire ça, j'en sais rien. Mais on m'annonce il y a 1 an qu'on change mon compteur d'eau à Reims. Bon, moi je suis là le jour où on vient changer mon compteur d'eau. Et qui vient me changer le compteur d'eau? C'est Louise Ouard-Marie qui vient me changer le compteur d'eau, c'est-à-dire le conseiller départemental. Bon. Bon, après tout, c'était tout à fait... On a pris un café et discuté, mais je ne vois pas au XIXe siècle le conseiller général venir me faire un travaux comme ça. Et bien, je trouve ça montre qu'il y a une démocratisation du système. Au moment où on dénigre ces collectivités territoriales de proximité. Voilà. Et alors après, il y a
les conseillères générales, je terminerai là-dessus la prochaine fois, parce que donc il y en a eu 10 entre 1800 et 2015. La première, ça a été Madame Medebiel, qui, en 1973, à la suite du décès de son mari, elle était médecin-chef ou médecin à l'hôpital psychiatrique de Lannemezan. Elle avait été élue à la Barthe, mais je vérifierai mes notes si vous voulez. Et puis après, elle est restée jusqu'en 73. Elle a fini le mandat de son mari, à peu près. Et puis après, il y a eu Josette Soulier de Tarbes, jusqu'en 85. Et puis après, il y a eu Josette Durieux qui a été toute seule élue de 85 à 95. Puis alors après, progressivement, il y en a d'autres qui sont venus. Alors c'est une photo que j'avais faite pour le. Je vous la passe ici, la photo. Toute ressemblance avec des personnes ayant existé, on en reparlera. Mais voilà, c'était les 8 qui étaient élus en 2015 encore. Et après, jusqu'en 2015, 2011-2015. Avec Madame Lariotor ayant été élue après le décès de Monsieur Castel, puisqu'elle était la suppléante de Castel. Voilà. Et après, avec le changement de système, maintenant, il y a 17 femmes au Conseil général. Voilà. Mais pas de présidente toujours. Bon. Parce que bon, les hommes se réservent certainement les meilleures places. Alors j'avais terminé, prochain rendez-vous le 13 février, mais je comptais finir ça aujourd'hui en entier. Bon. Bon, si ça vous intéresse, sinon vous me dites, parce que bon, ça peut être plus intéressant la prochaine fois. Mais moi, c'était pour montrer que finalement, c'est une institution qui autrefois, c'était des grands notables. Il ne faut pas négliger le rôle des médecins parce qu'ils ont joué un rôle important, tous là. Ils connaissaient tout le monde dans leur canton, les médecins. Les notaires aussi, mais c'est des gens qui rentraient dans les familles et dans les secrets familiaux. Donc on votait pour eux, quoi. C'est sûr. Voilà. Bon. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.